Eh bien, bonjour et bienvenue dans Divergence Politique. Divergence Politique, nouvel entretien aujourd'hui. On a le plaisir de recevoir Laurent Ozon, l'essayiste. On va faire un tour de l'actualité politique. On va s'exprimer sur les grands événements internationaux et politiques nationales de ces dernières années ou de ces derniers mois, notamment. Avant ça, bien entendu, petit générique, vous en avez l'habitude. Nous sommes en guerre. Eh bien voilà, je ne sais pas si nous sommes les résistants, Laurent Ozon, mais en tout cas, c'est ensemble que l'on va faire cette émission aujourd'hui. Comment allez-vous? Je vais bien, je vous remercie, et vous? Oui, parfaitement. Alors, juste avant de lancer l'émission, dernier petit mot pour nos auditeurs. N'hésitez pas, vous le voyez un petit peu partout sur le côté, il y a la petite barre pour faire un like donc, sur les vidéos. Ça permet d'améliorer le référencement. Également de mettre la cloche pour être notifié des prochaines émissions. Et puis enfin, de vous abonner bien entendu à la chaîne. Je vous renvoie sur toutes les émissions qu'il y a eu en fin de semaine dernière, l'entretien vendredi avec Jean-Frédéric Poisson, Nicolas Mirkovic en parlait des 26 ans des bombardements par l'OTAN de la Serbie, de Belgrade. Dimanche, vous avez vu Xavier Moreau, et puis dans les jours à venir, vous verrez Jacques Sapir, vous verrez plein d'autres personnalités qui viendront s'exprimer sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas de mettre la petite notification, la petite cloche et de vous abonner à la chaîne. Laurent Ozon, je le disais, on vit une époque qui est vraiment atypique et vraiment spéciale. Alors, je ne sais pas pour vous si c'est quelque chose que vous aviez anticipé, cet avènement notamment de la multipolarité et cet effondrement également de l'Union européenne. Est-ce que pour vous c'était prévisible finalement, ou est-ce que comme pour beaucoup d'entre nous, c'est un effet qui est venu très très vite et de manière extrêmement forte, de manière surprenante? Non, la multipolarité, c'est un phénomène qui est en phase, en fait, qui se construit déjà depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Il y a simplement un moment où le politique, le politico-médiatique, globalement, rattrape la réalité. On est un peu dans un système comme ça, où on a des gens qui fonctionnent en fait en vase clos, dans une sorte de... Vous savez, quand vous regardez LCI qui vous parle de la guerre d'Ukraine, vous êtes un peu comme sur Radio Paris en 1944, vous voyez. Donc les mecs, ils vivent dans un monde parallèle, en fait. Et puis il y a un moment, voilà, et puis il y a un moment où quand même, faut quand même mettre les... Parce que bon, tout le monde leur dit, attends, là, non, tu peux pas continuer à dire ça, c'est pas possible. Et puis, plus le temps passe, et puis à un moment, le décalage entre leur narratif et la réalité devient énorme. Et donc, il y a un moment où il faut le rattraper. Alors, quand il y a un rattrapage, tout le monde est un peu stupéfait. Enfin, tous les gens, en tout cas, qui s'informent avec ces gens-là sont stupéfaits. Et donc, évidemment, tous les gens qui découvrent la multipolarité, qui découvrent la gamelle que s'est pris l'OTAN en Ukraine, qui découvrent la dette et l'explosion de la gestion de la dette par l'équipe Macron et du coût de la dette, parce que pas simplement la dette elle-même, mais le coût de la dette, etc. Bref, il y a un moment où inévitablement, en fait, voilà. Et donc tout le boulot des médias et d'un certain nombre de médias et puis des politiques, c'est de continuer à faire vivre un monde parallèle dans lequel ils font circuler globalement leurs mots d'ordre, leur crise d'hystérie, leurs impératifs catégoriques, comme dans tous les systèmes qui ont perdu un contact certain avec la réalité, en espérant que les choses se retournent et qu'ils puissent revenir sur leur rail lors d'un aiguillage plus favorable, mais c'est pas toujours possible. Et donc là, ce qui s'est passé avec Trump aux États-Unis, malheureusement, c'est un aiguillage qu'ils ne peuvent pas rattraper. Donc, ils vont être obligés de changer de wagon. Et évidemment, là, on voit se mettre en place des trucs qui n'étaient pas du tout anticipés par ces gens-là, mais que tous les gens qui travaillent un petit peu, je crois que j'en fais un peu partie, mais qui bossent un peu depuis des années, savent très bien, ont très bien vu venir. Voilà.
C'est quand même assez étonnant, effectivement, et j'aime beaucoup votre comparaison. Alors, c'est un petit peu cette vieille série télé de Twilight Zone, le monde parallèle. Voilà, c'est comme chez nous, mais c'est pas chez nous. Voilà. Et sur la question de Trump, effectivement, Trump a dit finalement exactement ce qu'il allait faire. Il y a pas foncièrement de surprise entre le moment où il est arrivé au pouvoir et la campagne présidentielle américaine. Comment c'est possible finalement que ces médias, alors ce qu'avec Xavier Moreau on appelle les médias de grand chemin, n'aient pas voulu. Voilà, c'est la méthode Coué. Ils se sont dit non, ça n'arrivera pas. Est-ce qu'ils ont fait une propagande tout simplement en priant le bon Dieu pour que Trump n'arrive pas au pouvoir et pas de chance, c'est arrivé. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient pas dire qu'ils ne le savaient pas. Effectivement. Non, c'est-à-dire que bon, il y a toujours une marge d'imprévisibilité aussi entre ce qu'un politique dit quand il veut être élu et ce qu'il fait. Bon, simplement, ils ont oublié une chose, c'est que la parenthèse Biden, c'est finalement une parenthèse. L'opération Trump a commencé en 2016 et elle a commencé avec une sorte d'éducation du personnage, une éducation politique du personnage Trump qui s'est faite dans la douleur quand il s'est retrouvé à être obligé de composer avec toutes les franges néocons de son mouvement et qu'il s'est retrouvé en guerre en quelque sorte contre l'État profond, c'est-à-dire contre les institutions mondialisées, les institutions américaines mondialisées qui sont globalement aujourd'hui, qui ont pris l'habitude depuis déjà plusieurs décennies de s'affranchir du contrôle politique et du contrôle démocratique des citoyens américains. Et donc ces institutions qui qui continuent quand même à vivre sur la bête, sur l'impôt des Américains, ou plutôt sur sa dette, que le monde entier paye avec le dollar, sont aussi en Europe, et fonctionnent exactement de la même façon. Et donc, Trump s'est retrouvé en prise avec ces gens-là pendant son premier mandat. Il a été remplacé dans des conditions qu'on peut juger problématiques lors d'une élection qui est assez douteuse par Biden. C'est pas la première élection douteuse du processus. Je vous rappelle que George Bush avait été élu dans des conditions extrêmement douteuses aussi, au terme d'un processus électoral extrêmement problématique. Mais bref, donc là, on s'est retrouvé avec en fait un cacochime, une sorte de bonhomme sénile contrôlé avec derrière des gens qui prenaient les décisions à sa place. Personne ne savait qui exactement. Et donc les Américains ont eu le temps non seulement de maturer la colère qui était déjà née, qui avait déjà porté Trump au pouvoir une première fois, mais ils se sont retrouvés devant la version la plus caricaturale, je dirais quasi orwellienne en fait, d'un État, avec une sorte de vieillard sénile qui ne reconnaît plus les gens autour de lui, qui est censé être le président de la première puissance mondiale, et derrière un balai de gens qui circulent dans l'ombre et qui prennent des décisions à sa place. Et évidemment, tout ça fait très mauvaise impression. Et donc Trump est revenu, et Trump a appris de son premier mandat. Voilà, c'est tout ce qui change. C'est-à-dire qu'il a une vision politique, il a une vision géopolitique, il a visiblement des idées assez claires sur ce qu'il a envie de faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas confronté lui aussi à des réseaux, à des pouvoirs avec lesquels il doit composer pour essayer de trouver des ajustements, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire des erreurs, évidemment. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de contre-pouvoir aux États-Unis, mais ça veut dire que globalement, là, pour une fois, effectivement, on est dans un vrai nouveau, c'est-à-dire un vrai changement de paradigme, et très probablement un vrai changement de doctrine, extérieure des États-Unis, et même intérieure. Et là, évidemment, face à ça, l'oligarchie européenne, qui est globalement composée de gens qui ont été sélectionnés, triés par la médiacratie et par les réseaux financiers depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, et qui sont globalement, je dirais, les fonctionnaires du deep state, de l'État profond, c'est-à-dire ces institutions qui, encore une fois, se sont autonomisées quand l'État américain est devenu un État mondial, dans sa lutte pendant la guerre froide contre l'Union soviétique. Il y a des institutions qui ont été créées à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ces institutions sont devenues des institutions mondiales, avec des capacités de projection mondiale. Elles se sont dupliquées, elles se sont donné les moyens de s'autofinancer, de passer par-dessus le contrôle politique, notamment à partir de la guerre du Vietnam, quand Carter a essayé de mettre un peu le holà et qui se sont retrouvés un petit peu bloqués. Et donc, ces institutions qui sont devenues mondiales, c'est ce qu'on appelle le deep state. Tout le personnel politique européen a quasiment été trié d'une façon ou d'une autre par le deep state. Bon. Donc, évidemment, ces gens-là sont en panique parce que
Le grand frère, la maison mère, est en train de changer de régime. Eux savent qu'ils sont assis globalement sur des institutions qui sont beaucoup plus contestées, qui sont celles de l'Union européenne, qui ont beaucoup moins de légitimité historique, et qui en plus sont contrariés par un manque évident de moyens, de puissance, qui n'était pas le cas quand même des États-Unis. Côté citoyen, en tout cas, pour nous, c'est effectivement un adversaire moins redoutable proportionnellement que celui qui était au contrôle, aux manettes de l'État fédéral américain. On parle là des gens qui sont aux manettes, au contrôle de l'État fédéral européen en construction. C'est donc des adversaires moins robustes, mais en même temps, nous n'avons pas l'outil qu'ont les Américains qui s'appelle la Constitution des États-Unis. C'est-à-dire que nous avons à peu près le même adversaire, quelque chose qui ressemble beaucoup en tout cas à ce qui se produit chez eux, avec quand même un gros problème, c'est que nous n'avons pas la Constitution américaine, et que l'ensemble du personnel politique disponible a globalement est le résultat d'un tri sélectif opéré déjà depuis quelques décennies, et que ne survivent ou ne continuent à nageoter dans cette mare au canard que des prototypes validés et labellisés en quelque sorte Deep State, ce qui va nous poser des problèmes. Alors, c'est intéressant parce que vous dites, finalement, ils sont en panique, certes, mais je sais qu'on ne partage pas le même avis sur la question. Est-ce que finalement, la peur est pour eux, en fait, un outil marketing pour contrôler les foules, je dirais les asservir? On l'a vu avec le Covid, enfin, moi, c'est ce que je pense. On le voit aujourd'hui avec la Russie comme ennemi. Alors, je ne sais plus quel est le terme qui a été utilisé par le président Macron, c'est ennemi qui mettait la France en danger vital, quasiment. Cet ennemi terrifique qu'il faut absolument, sur lequel il faut absolument se fédérer, donner son argent, bien entendu, pour pouvoir s'unir. Bien entendu. Vos libertés, voilà. Vos libertés, votre argent et plus si affinité. Voilà. Ouais, ça me rappelle un vieux sketch des Inconnus. C'était tout argent qui vous détient est un souci qui vous retient. Donnez votre argent à Skippy. Là, c'est à peu près ça, l'Union européenne, quoi. Donc, bon, je sais qu'on n'a pas le même point de vue là-dessus, mais est-ce que vous ne pensez pas quelque part que la peur, en fait, cette volonté pour eux de faire peur aux gens, c'est pas finalement leur atout phare, leur argument number one? Si, je pense ça. Simplement, faut comprendre comment ils l'utilisent, si vous voulez. On sait qu'il y a des processus qui sont des processus qui s'enclenchent dans les populations lorsqu'on leur envoie certains signaux. Quand on leur envoie les signaux de peur-panique, qui sont des signaux, je dirais, presque archaïques de stress, que sont la guerre, les épidémies, etc., etc. Quand on déploie ces éléments-là, les populations passent dans une sorte d'état second, une sorte d'état parallèle. Et donc, je dirais, ces états-là, ces états de stress dans la population, sont toujours propices aux gouvernements qui les mettent en œuvre, et favorables en quelque sorte aux gouvernements qui cherchent à créer de l'unanimité, du soutien, et en quelque sorte qui cherchent à conforter ou renforcer leur pouvoir. Et je parle au gouvernement, c'est-à-dire aux élites d'État, c'est-à-dire aux élites politiques qui tiennent le pouvoir. Et donc, il y a une utilisation évidemment du stress pour essayer d'abord d'envoyer un rideau de fumée, qu'on ne parle pas de la dette qui explose, de l'immigration qui explose, de la désindustrialisation, enfin bref, de tous les problèmes de ce pays, qui sont des problèmes très lourds et qui se sont plutôt aggravés depuis que Emmanuel Macron est aux commandes. Et donc, tant qu'Emmanuel Macron, qui a un profil de pervers narcissique assez caractérisé, utilise en fait les méthodes de la peur, nous sommes en guerre, c'est pas la première fois qu'il le fait quand même, dans son règne entre guillemets, c'est quand même, voilà, c'est quelque chose d'assez récurrent chez lui. D'ailleurs, si vous l'avez utilisé dans votre générique, et d'autres l'ont fait aussi, c'est parce que c'est le signe caractéristique de la gouvernance d'Emmanuel Macron. Puisqu'il ne peut pas obtenir l'assentiment populaire par l'adhésion rationnelle, éclairée en quelque sorte et intelligente des gens qui se disent, ma foi, il fait du bon boulot pour telle et telle raison, etc., avec éventuellement des oppositions, etc. Il a besoin, en fait, avec un taux d'approbation extrêmement faible, il a besoin de créer en fait des paniques en fait dans la population, et il espère en jouer, en profiter pour faire avancer son agenda. Son agenda, c'est globalement, pour l'instant, le fait de ne pas terminer éventuellement accrocher un lampadaire avant la fin de son mandat, ça peut toujours être un agenda. C'est le fait éventuellement aussi, surtout, d'obtenir un certain nombre d'accords, de forcer la population à accepter des transferts de régaliens sur la défense en direction de l'Union européenne. Ça fait tout à fait partie de son agenda. Et puis, c'est aussi d'obtenir
On sait d'où il vient, hein, comme la plupart des chefs d'État de ce bloc-là, ce sont des anciens banquiers. Hein, regardez d'où ils viennent tous du monde de la finance. Et donc, ces gens-là ont une caractéristique commune, c'est qu'ils font exploser la dette. Allez savoir pourquoi. Et donc, une des autres caractéristiques de ces gens-là, quand un banquier fait exploser la dette, bon, bref, voilà. Et donc, oui, il y a un agenda Macron. Cet agenda, il s'en sert, il utilise la peur, il utilise le stress et la panique, en quelque sorte, pour essayer d'y amener les gens, étape par étape, en jouant en permanence le chaud, le froid. Hein, c'est-à-dire qu'il utilise des méthodes de contrôle qui sont assez connues en psychologie générale. Hein. Bon, chez tous les gens qui ont étudié les modes opératoires de la propagande, et particulièrement de la propagande de guerre, donc on sait très bien comment ça marche. L'utilisation, par exemple, d'injonctions contradictoires pour déstabiliser en permanence, pour créer du stress dans la population. Et tout ça, évidemment, a un impact. Ça a un impact en termes de santé publique, évidemment. Ça a un impact profond sur la façon dont les gens perçoivent les modes de gouvernement aussi. Et donc, ce climat malsain qu'il entretient volontairement, pour arriver à ses fins ou pour essayer de survivre dans un réel qui lui est de plus en plus défavorable, comme il le fait en ce moment, par exemple, en donnant son avis sur un processus de paix sur lequel il n'a absolument aucun contrôle et qui se passe dans son dos, et sur lequel il n'a pas plus d'influence, lui, que le Premier ministre de Lituanie sur le processus de paix actuellement, donc en Ukraine. Donc voilà, on a affaire effectivement à un bonhomme qui est largement suivi par un dispositif média hein, qui, globalement, cherche effectivement à créer de la panique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'autres réseaux cherchent à faire prévaloir d'autres paniques. Hein, parce que c'est le principe des réseaux de pouvoir. Chacun cherche à imposer son stress dominant dans la population. Or, une population, qu'est-ce que c'est ? Ce sont toujours des stress qui sont liés à votre vécu, à ce que vous vivez, à votre histoire de famille, à votre histoire personnelle, etc. Si votre stress principal, c'est l'immigration, l'insécurité, qui est peut être considéré comme un stress lourd pour un certain nombre de personnes, et on peut le comprendre, et le flot migratoire permanent en direction de la France, notamment, eh bien, c'est un stress. Voilà. Chaque pouvoir, en fait, cherche à imposer son débat et donc son rapport de force, sa polarité, en quelque sorte, dans l'opinion publique, en imposant son stress dominant. Et évidemment, Macron a les moyens, parce qu'il est à la tête de l'État, et parce qu'il a aussi la plupart des milliardaires, presque tous les milliardaires qui détiennent les médias, les moyens d'accès au temps de cerveau disponible de la population, sont prêts globalement à relayer ces opérations, donc il n'y a pas de raison qu'ils s'en privent. Alors justement, c'est intéressant parce que finalement, tout ce que vous expliquez est extrêmement compréhensible. Ce qui n'est pas compréhensible, finalement, c'est pourquoi il n'y a pas une opposition qui se met contre ce système. Alors, là, encore une fois, je pense qu'on n'est pas à 100% du même avis. Bien entendu, si je donne l'exemple de l'AfD, on en a déjà parlé précédemment ensemble. Effectivement, l'AfD est une structuration qui est beaucoup plus complexe, notamment que ce qu'on connaît aujourd'hui avec l'opposition politique en France. Mais si on reprend même Trump, qui a gagné les élections en faisant du rentre-dedans, en étant intransigeant sur des principes clairs, en faisant finalement aucun compromis, si on voit ce qui s'est passé en Roumanie, alors certes, il y a eu un coup d'État européen sur la Roumanie, mais ceci étant, ça n'empêche pas que les Roumains, globalement et majoritairement, étaient derrière un candidat qui était totalement sans compromis avec le système dont nous venons de parler. Si on regarde Fico, si on regarde Orban, si on regarde effectivement pourquoi Poutine a une popularité aussi forte également, même à l'intérieur de l'Europe, etc., pourquoi nous, en France, on n'a pas une opposition qui s'oppose? Alors, on a des oppositions. Simplement, bon, on va essayer de mettre les choses dans l'ordre. D'abord, il y a un parti d'opposition principale. Sur le papier. Hein. Oui. Sur le papier, il y a une opposition principale. Cette opposition principale, c'est, je dirais, le parti qui est susceptible de constituer une alternance au bloc de partis qui forment actuellement le pouvoir et la majorité, dans le cadre d'une alternance qui est globalement une alternance qui commence à avoir lieu dans un certain nombre de pays européens. C'est-à-dire que ce sont plutôt des pays qui sont des partis qui se sont construits initialement sur une offre qui était plutôt populiste, anti-élite,
plutôt anti-migration, plutôt anti-UE, etc. Bon, c'est parti. Donc, dont le principal en France, c'est le Rassemblement national. En Italie, c'était la Lega, qui est passé au deuxième plan et qui a été remplacé par Fratelli d'Italia, donc le parti de Giorgia Meloni. En France, donc, le principal parti de cette mouvance-là, qui fait donc office d'alternative potentielle au pouvoir, et donc qui est le premier parti d'opposition sur le papier, effectivement ne se comporte pas comme une force d'opposition, ou en tout cas se présente comme une force plutôt d'alternance que d'alternative. Voilà. Alors, pourquoi? D'abord parce que c'est un pari, je pense. Moi, je ne défends pas ce principe-là. Je pense simplement que c'est leur calcul. Je vais essayer de vous expliquer, à mon avis, leur calcul. Leur calcul, c'est qu'ils considèrent que la France est dans une situation qui est, en termes de stabilité sociale et politique, et même économique, puisque tout se tient, tout est calendrier, un gros événement social peut avoir de grosses répercussions économiques, qui peuvent avoir des répercussions en termes, bref, etc. Et que le calcul de ces gens-là, c'est qu'il vaut mieux essayer d'arriver au pouvoir au terme d'un processus d'alternance pacifique, je dirais, sans grand espoir dans la population, je dirais presque grisâtre, au terme d'un processus de glissement, en quelque sorte, pour arriver jusqu'à l'exécutif, plutôt que faire naître un grand espoir, une haletante, si vous voulez, qui, au final, est susceptible d'une façon ou d'une autre, de susciter des excès. Bon, ça, je pense que c'est un calcul qu'il y a au Rassemblement national. Et donc, ça fait partie de la stratégie qui consiste aussi à se recentrer dans le paysage politique en France. Le parti en question était catégorisé à l'extrême droite jusqu'à il y a quelques années. Mmh. Son recentrement a provoqué mécaniquement l'apparition d'une extrême droite, enfin de partis qui sont encore plus à sa droite. Je pense à Reconquête notamment, et qui sont plus souverainistes que lui. Je pense notamment aux petites formations qui n'ont pour l'instant pas énormément de débouchés électoraux que peuvent être les formations de Florian Philippot, d'Asselineau, etc., qui sont des petites formations qui n'ont pas d'impact électoral pour l'instant, mais qui existent quand même et récupèrent, en tout cas canalisent, une attente qui est une attente d'une offre souverainiste beaucoup plus conséquente, d'une certaine façon. Et donc, tout autour de ce Rassemblement national, qui reste le pivot alternatif, la stratégie, je dirais, de normalisation du Rassemblement national a pour effet de faire apparaître des offres politiques dans la périphérie qui, globalement, récupèrent les attentes déçues de ceux qui voudraient qu'on parle d'immigration beaucoup plus durement, de ceux qui voudraient qu'on parle de souveraineté beaucoup plus durement, de ceux qui... etc. etc. Et donc, cette stratégie-là, elle a effectivement des conséquences, c'est que tous les gens qui sont plus conséquents, on va dire, dans leur critique sur la politique menée actuellement, ou qui se radicalisent sous l'effet des conséquences de la politique menée par Emmanuel Macron, tous ces gens-là ne supportent pas un parti distributeur d'eau tiède qui... globalement, se laisse glisser, essaye de se laisser glisser jusqu'à l'exécutif. Ça, c'est la stratégie RN. Bon, elle a un avantage. En tout cas, elle participe, je dirais, d'un calcul. On va voir simplement comment ça va se passer dans les années qui viennent, ou plus exactement, même dans les jours qui viennent, dans les semaines. On a quasiment, ceci étant, on a quasiment un manuel d'histoire de comment ça va finir. Il suffit de prendre les Républicains, qui étaient la principale force normalement d'opposition après l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Et cette politique de renoncement n'a eu qu'un seul effet, c'est que progressivement, alors systématiquement, ils ont échoué à reprendre le pouvoir. Donc ça, on pourrait peut-être le mettre en phase avec les échecs électoraux du RN, même lors des électorales, des législatives, pardon, ou des européennes, où on était intimement persuadé qu'il y avait véritablement la possibilité de faire cette victoire. Objection, votre honneur, il n'y a pas eu d'échec aux européennes. Les européennes, c'est pas un échec. Ils ont obtenu un score qui est absolument phénoménal. Il y a eu un échec aux législatives. L'échec aux législatives peut s'expliquer de tas de façons différentes. L'échec aux législatives peut s'expliquer de façon très claire, notamment quand on met à la tête, quand on met comme candidat Premier ministre un gamin de 28 ans qui a un DUG
qui n'a aucune expérience d'aucune sorte de sa vie, c'est-à-dire ni expérience de père de famille, ni expérience de chef d'entreprise, n'a jamais travaillé dans le privé. Je ne sais même pas s'il a son permis de conduire. Si, je crois que son père lui a offert une voiture quand il avait 19 ans, donc il doit avoir son permis. Donc ce gamin-là, ce type-là, qui est une sorte de robot déditant des arguments, mais qui n'a absolument aucune compétence d'aucune sorte, qui n'a jamais géré un exécutif, une administration, ni même une entreprise, rien en fait de sa vie. Quand le premier parti d'opposition de France se présente avec cette tête de proue, qui en plus est déjà responsable du groupe au Parlement européen, tête de liste aux européennes, il y a un moment où les gens se disent, est-ce qu'au Rassemblement national, il n'y a personne d'autre, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet invraisemblable truc? Donc, oui, mais c'est un choix stratégique. Alors, c'est précisément, pour moi, ça montre la limite, en fait, de l'approche. Enfin, on va dire de l'intelligence stratégique du Rassemblement national. Parlons de celle de Marine Le Pen, pour être très clair. D'abord, il y a ce problème avec Jordan Bardella, qui est devenu le chouchou incontournable, central de son dispositif, alors que tout le monde sait qu'il n'a absolument pas le début du commencement des compétences pour être capable de prendre la tête d'un gouvernement de la France. Je veux dire, la 6e ou 7e puissance mondiale économique se retrouverait avec un gamin qui n'a jamais dirigé ne serait-ce qu'une PME, un conseil d'administration ou une mairie, quoi. Enfin, c'est hallucinant. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un calendrier, et là encore, il y a beaucoup de trous dans la raquette. Typiquement, Jordan Bardella qui file en Israël, aujourd'hui, invité par un gouvernement qui est objectivement, on peut penser ce qu'on veut d'Israël, y compris beaucoup de forces pro-israéliennes ou de partis, personnalités pro-israéliennes, considèrent que Netanyahou et son gouvernement sont des criminels de guerre, sont des gens dangereux, sont des fanatiques. Alors, donc, qu'un parti politique français aille donner son crédit de façon aussi manifeste, surtout dans l'opposition, à une force, à un gouvernement comme celui-là, c'est un pari risqué, parce que si dans 3 mois ou dans 6 mois, Netanyahou saute et se retrouve en prison, ce qui ne serait pas totalement impossible, je ne sais pas trop comment le Rassemblement national pourra expliquer qu'il a été apporté son soutien au pire moment, c'est-à-dire pendant que Israël est en train de bombarder, de casser le cessez-le-feu, de briser le cessez-le-feu et de reprendre ses bombardements sur les civils à Gaza. Comment est-ce qu'un parti comme celui-là peut courir le risque de se radicaliser au point d'aller apporter... Je ne sais pas, imaginez que ça serait un candidat américain qui viendrait faire sa campagne chez Pinochet, quoi. Je suis d'accord. Imaginez le temps de la campagne américaine, que le principal opposant et successeur à la campagne aux élections présidentielles aux États-Unis se rendent au Chili à l'époque de Pinochet, à l'époque où on torturait dans les prisons, à l'époque des commandos de la mort, etc., pour faire sa campagne et apporter son soutien. Il y a un moment où vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il aura pris, quoi? Et puis alors, il y a un dernier point qui est assez problématique, c'est que leur radicalisation sur essentiellement l'injonction des réseaux néoconservateurs sur la question de l'islam va être là aussi difficile à tenir. Il y a bien des gens comme Jean-Frédéric Tanguy et d'autres en interne qui ont un point de vue beaucoup plus neutre et modéré et qui en cela suivent, je dirais, le principe de neutralité et d'équilibre qu'essaie de maintenir le Rassemblement national pour rester toujours à mi-chemin entre l'opinion publique moyenne et l'opinion médiatique moyenne, parce que si vous voulez vous faire une idée du position du RN sur quelque chose, n'importe quel sujet, vous prenez l'opinion publique moyenne, l'opinion médiatique moyenne, vous faites un trait entre les deux, il se situe à l'intersection exactement au centre de la tangente. Donc c'est pas compliqué, leur stratégie c'est de jamais ouvrir la fenêtre d'Overton, de se trouver toujours à mi-chemin entre l'avis médiatique et l'avis de la population, ni trop près de l'un ni trop près de l'autre. Et là, on se dit, tiens, il y a visiblement des gens qui calculent les trucs autrement. Quand Bardella fait ce genre de déplacement, typiquement, il sort des clous. Quand Quand, par exemple, ils acceptent de voter ou de reconduire Richard Ferrand au Conseil constitutionnel, qui va y passer un certain temps, c'est-à-dire même si toutes les conditions étaient remplies et que le Rassemblement national arrivait au pouvoir, il se retrouverait avec au Conseil constitutionnel un mec qui va constituer un problème grave dans la gestion et dans la gouvernance politique de ce pays. Et qu'il aura placé lui-même en plus. Donc tout ça est invraisemblable. Et donc, on sent bien qu'il y a une stratégie qui est une stratégie de recentrage, glissement, alternance plus qu'alternative, dépassionner les enjeux, etc. Et à l'intérieur de ce parti, il y a des gens qui, globalement, piaffent
globalement ou sont peut-être sous le contrôle ou l'influence de réseaux de pouvoir qui cherchent à les pousser à la faute et qui, sur des questions qui nécessiteraient un petit peu de doigté, se sentent obligés de radicaliser en quelque sorte ou d'exagérer. Et le pire, c'est qu'en plus, si vous regardez l'attitude des gens dans la population, c'est le comportement des gens dans la population, vous regardez, vous vous dites, est-ce que ça correspond à un calcul électoral? Est-ce que c'est bien pensé électoralement? Et vous vous dites, bah non, en fait, c'est pas du tout bien pensé. Donc, il y a un vrai problème de cohérence, en fait, dans la stratégie, mais qui n'est pas nouveau chez Marine Le Pen. Marine Le Pen, c'est quelqu'un qui cherchait à dédiaboliser tout en entretenant des amitiés ou en maintenant des amitiés ou dans son dispositif de fonctionnement de campagne, des gens qui étaient considérés à tort ou à raison, je ne cherche pas à critiquer ces gens-là, ce n'est pas le problème, mais qui gardaient dans son entourage immédiat des gens qui étaient considérés comme l'abomination de la désolation sur le plan idéologique. Et donc, on ne peut pas, comme dirait ma grand-mère, on ne peut pas courir plusieurs livres à la fois. Je veux dire, soit on assume une stratégie de radicalité, mais on choisit ses radicalités, on n'est pas obligé de faire n'importe quoi non plus, soit on veut aboutir, arriver au pouvoir au terme d'un processus glissant, dépassionné, neutralisé avec une foule de petits partis qui se sont constitués autour et qui vont à la pêche pour essayer de récupérer des pans de population qui sont agacés parce que le RN est trop mou sur l'immigration, trop mou sur la souveraineté ou trop mou sur ceci ou sur cela. C'est pas trop compliqué de le trouver trop mou sur beaucoup de sujets parce que plus mou que le Rassemblement national, on peut pas faire aujourd'hui. Voilà. C'est un parti qui a renoncé en fait à constituer une opposition métapolitique. Il est sur le papier, c'est le premier parti d'opposition. Dans la réalité, il n'est pas une opposition parce qu'il ne fait pas entendre un son de cloche radicalement différent de celui d'Emmanuel Macron sur la guerre en Ukraine, de celui d'Emmanuel Macron sur les questions de politique, sur les questions de dette, sur l'OTAN, sur l'UE, sur etc., etc. Donc c'est vrai qu'il y a un moment où il y a peut-être des gens qui vont commencer à se dire, bon, et je pense que tout rentrera dans l'ordre au moment des campagnes, si en tout cas on n'a pas fait sortir les candidats du périmètre d'élection d'ici là, peut-être qu'à ce moment-là, ils retrouveront la voix, je dirais, du peuple pour raconter ce que les gens ont envie d'entendre et les mobiliser dans le cadre d'un premier tour, puis d'un deuxième tour. Il faut qu'ils se méfient quand même, parce que même si tout ça semble extrêmement bien balisé, contrôlé, etc., l'apparition d'un joueur de flûte, vous savez, au sens de Hamelin, le joueur de flûte de Hamelin, d'un personnage qui viendrait tout casser, comme a pu l'être Trump à un certain moment dans le jeu politique, et comme l'a été Georgescu aussi en Roumanie, qui arrivait de nulle part, vraiment. Comme l'a été Macron quelque part en 2017, finalement. Oui, sauf que Macron était porté par les réseaux de pouvoir, mais oui c'est vrai. Mais, il était lui. Mais je veux dire, un accident est toujours possible. Et donc, je dirais, ces gens-là devraient se méfier. D'abord, s'ils suivent cette stratégie, à éviter de s'exposer dans des trucs complètement idiots, en allant soutenir des gouvernements génocidaires au Moyen-Orient, ça serait déjà pas mal. Et deux, peut-être aussi d'essayer d'être un petit peu plus conséquent. On a toujours l'impression avec le RN qu'ils ne travaillent pas, en fait. C'est un peu le problème. C'est qu'on a toujours l'impression qu'il y a des gens de bonne volonté, des gens compétents, etc. Mais on a toujours l'impression qu'à la tête de ce mouvement, on a des feignasses, des gens qui ne veulent pas essayer de travailler, qui ne veulent pas essayer de réfléchir. C'est quand même problématique. Maintenant, on verra. Encore une fois, j'ai pas les clés j'ai pas les clés de l'avenir, je sais pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, si vous devez expliquer l'absence, entre guillemets, d'opposition, ou le sentiment d'absence d'opposition dans ce pays, je crois qu'il faut le resituer dans le contexte d'une stratégie, plus que, je dirais, d'une conviction ou d'un calcul. C'est un calcul politique. Voilà. Il faut comprendre qu'il a une raison d'être. Il est risqué. Il est risqué. Il est risqué, mais il a une raison d'être. Imaginez que vous êtes un parti qui s'appelle le Rassemblement national et que vous ayez demain la majorité et que vous accédiez à l'exécutif. Si vous le faites dans un climat d'hystérie passionnelle avec des gens qui par millions descendent dans les rues, un début de quasi-guerre civile, bref, un contexte extrêmement passionnel et tendu, il est probable que ça crée d'énormes problèmes. Des problèmes pour la France, des problèmes de sécurité intérieure, des problèmes de monnaie, des problèmes financiers lourds, des problèmes de dysfonctionnement général de l'appareil d'État. Bref, ça peut être un cycle assez difficile à contrôler. Il n'est peut-être pas inutile, quand on veut être une force d'alternance, de se présenter, force alternative, de se présenter comme une force d'alternance et qui cherche à accéder au pouvoir dans des conditions rassurantes, rassurées, un peu grises, un peu ternes, un peu ramollo, mais beaucoup plus confortable dans un pays
dont près de 30% des électeurs sont des boomers. Hein. Ouais. Alors, la vraie question, c'est est-ce que finalement, ces fameux boomers ou cet électorat français, une fois devant le moment de faire son choix, est-ce qu'il ira vers ce RN, ce nouveau RN, ou est-ce qu'il finalement suivra ce qui semble être les originaux et non pas les copies, qui seraient finalement ou bien En Marche pour ceux qui sont proches des idées du président, ou bien les Républicains traditionnellement pour ceux qui veulent être plutôt dans une ligne droite, un tant soit peu d'opposition, en se disant finalement le RN c'est pareil que le gouvernement, c'est pareil que les Républicains, autant rester finalement chez l'un ou chez l'autre. Je suis pas certain que, en tout état de cause, que le RN, par cette stratégie, arrive à passer au-dessus de, justement, des blocages psychologiques qui font qu'il ne gagne pas aujourd'hui. Oui, mais parce que vous appartenez certainement à cette frange de la population qui considère qu'il n'incarne pas une réelle opposition, une opposition suffisante sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Je ne sais pas quels sont-ils, oui. Mais voilà. Et donc tous les gens qui sont dans cette catégorie-là, et c'est peut-être 15% du corps électoral, iront peut-être voter pour Reconquête, Asselineau, machin, ou quelqu'un d'autre, peu importe, un parti qui, globalement, sera constitué pour récupérer une partie de l'électorat qui ne trouve plus sa place avec le discours officiel du RN. Mais rassurez-vous... non, je ne pensais même pas à des personnes, effectivement, dans cette typologie de vote. Je pensais aux personnes, justement, qui sont plutôt ces Français qui sont habitués à avoir un vote plutôt centriste. Alors après, qui peut varier entre centre républicain jusqu'à centre UDI, centre macroniste, et que cherche à séduire le Rassemblement national par une politique qui soit plus nuancée, plus modérée, plus light, appelons un chat, et qui pourrait effectivement se dire, finalement, ok, le RN est plus light, mais ça ne reste qu'une copie finalement de ce pourquoi je votais avant. Et je ne suis pas certain que les gens acceptent en fait de prendre en compte les efforts du RN à se normaliser. Voilà. Oui, alors le but de la normalisation n'est pas de constituer, c'est pas de devenir l'adversaire. Quand vous cherchez à vous normaliser, vous créez de fait les conditions, vous empêchez que les gens qui sont opposés à vous se coagulent contre vous. Mmh. Surtout. Parce que c'est la dangerosité d'une offre politique pour un certain nombre de couches de population ou d'intérêts. C'est la dangerosité d'une offre politique qui favorise en face la coagulation des oppositions contre lui. De la coagulation entre des gens qui ne sont pas d'accord sur beaucoup de choses, mais qui, considérant que c'est l'offre la plus dangereuse, se coagulent contre lui pour l'empêcher d'accéder à l'exécutif. C'est ce qui s'est déjà passé X fois. Et donc, évidemment, si vous essayez d'être le chevalier blanc qui raconte la vérité, qui dit le dur, etc., vous allez heurter des catégories ou des sociologies qui, même si elles ne partagent rien les unes avec les autres, vont se coaguler sous l'effet de la peur et vous retrouvez ensemble les lecteurs du LFI, les lecteurs macronistes ou les lecteurs d'Édouard Philippe ou de je ne sais qui d'autre, ensemble à marcher dans la rue pour s'opposer au danger, etc., etc. Donc toute l'astuce, en fait, de la neutralisation ou du recentrage n'est pas de sortir, en quelque sorte, de mettre les gens d'accord avec vous. C'est pas l'idée. L'idée, c'est d'empêcher, c'est de neutraliser, d'empêcher en fait que des gens vous perçoivent, que vos adversaires vous haïssent ou vous craignent suffisamment pour qu'ils soient capables de faire bloc contre vous. C'est à peu près le problème. Dans un pays comme le nôtre, c'est pas un calcul totalement dans un pays léopardisé sur le plan social, économique, culturel, religieux, etc., etc. C'est globalement la clé de l'accès au pouvoir, de l'accès de l'accès à l'exécutif pour les décennies qui viennent. Hein. Donc, il va falloir effectivement être capable de rassembler. Or, vous ne rassemblez pas en dirigeant une secte politique. Hein. Et une secte politique, je charge un peu la barque, mais en tout cas, des gens qui vous disent haut et fort qu'ils sont le chevalier blanc, qui vont régler le problème de gna. Les gens ne sont pas en attente de ça, ils sont en attente d'un dispositif alternatif. Et aujourd'hui, on a la chance d'être dans un contexte qui est un contexte de grand renouvellement, de grands changements au niveau international, dans lequel la France pourrait faire entendre effectivement quelque chose d'autre, mais il faut tenir compte du fait, c'est pour ça que ce fameux calcul entre l'opinion moyenne de la population et l'opinion moyenne des médias et de se tenir toujours à mi-chemin entre les deux est un calcul qui peut payer,
Parce que typiquement, tu as toute une partie de la population qui, effectivement, on a la fenêtre qui s'agrandit entre une partie de la population qui est déjà dans l'après, qui sait déjà qu'il y a, je sais plus, 30 à 35% de la capacité de travail qui va des métiers qui vont disparaître dans les 15 à 20 ans à venir du fait de la révolution de l'IA, etc. Il y a des gens qui comprennent ce qui est en train d'arriver dans le monde, en fait. Voilà. Et qui ont des positions dures parce que leur vision leur fait dire qu'il faut prendre des décisions difficiles. Mais prendre des décisions difficiles, pour ça, il faut être à l'exécutif. Pour être à l'exécutif, il faut être élu. Pour être élu, il ne faut pas tenir des positions dures. Et voilà, c'est QFD. Bon, on va rester effectivement sur ce mot de la fin. Laurent Ozon, c'était passionnant, absolument passionnant. J'espère qu'on aura véritablement le plaisir de vous retrouver sur notre chaîne pour différents thèmes. Je crois savoir que, notamment que vous êtes en préparation de publication de nouveaux livres. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ou est-ce que c'est top secret? Non, ça y est. Bon, enfin, je me suis abstenu d'écrire pendant longtemps parce que, bon, bref, pour des tas de raisons. J'ai terminé, j'ai rendu un livre, un manuscrit, donc, qui s'appelle Les néoconservateurs, une élite impériale, donc qui sera normalement publié avant l'été. Il est déjà écrit, rendu, donc maintenant il faut que le boulot se fasse derrière. Et j'ai un autre livre qui est à 95% terminé, qui porte sur l'État. Qu'est-ce que l'État? D'où ça vient? Qu'est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que l'État aujourd'hui? À quoi est-ce que nous sommes confrontés quand nous parlons d'État? Qu'est-ce que l'État? L'État profond, l'État caché, etc., etc. Donc, ce livre sur l'État, est un livre sur lequel j'ai encore un petit peu de boulot, mais qui est déjà bien terminé. Et je pense qu'il sera terminé d'écrire avant l'été, lui aussi. Donc, probablement publication à la rentrée, septembre-octobre, probablement. Et si j'ai de la chance, je réussirai à terminer un troisième, qui est lui aussi déjà largement avancé. Mais tout ça est le résultat de travail. J'écris beaucoup et depuis longtemps. Simplement, je me suis dit pendant longtemps qu'il fallait écrire. J'avais un peu cette exigence un peu folle de me dire, si tu écris un bouquin, il faut que ça soit un bouquin que tu puisses relire dans 20 ans sans en avoir honte. Et donc, ce type d'exigence-là vous empêche d'écrire, en fait. Ça vous empêche complètement d'écrire parce que vous passez votre temps, en fait, à vous dire, non, mais attends, ça, on va attendre un petit peu. Là-dessus, il faut que je fouille. Là-dessus, il faut que j'approfondisse. Et en fait, cet excès d'exigence fait que vous n'écrivez jamais. Enfin, si, vous écrivez beaucoup, mais vous n'écrivez pas pour être publié, donc vous ne vous publiez pas. Donc, voilà. Donc, je change un petit peu, non pas d'état d'esprit, mais je suis un peu débloqué de ce point de vue-là psychologiquement par l'actualité générale, que j'ai largement anticipé quand même ces dernières années. Je crois que tous les gens qui me suivent le savent, sur à peu près tous les sujets. Donc, je suis plutôt récompensé, on va dire, de mes anticipations. Ça me donne un petit peu de courage de prendre des risques et de me dire, OK, bon, c'est le moment, allez, tu as matière à au moins 3-4 bouquins dans ton ordinateur, c'est le moment d'en sortir au moins 2. Donc, encore une fois, le premier, c'est Les néoconservateurs, une élite impériale. Et le deuxième sera très probablement un livre sur l'État qui paraîtra à l'automne. Déjà 2 sujets absolument passionnants. Si vous nous faites la sympathie de venir les présenter sur Divergence Politique, on sera véritablement heureux. En tout état de cause, eh bien, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Et merci puis, à vous, chers auditeurs et chères auditrices, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux programmes sur Divergence Politique. Au revoir.